question. Alors, on va parler de soft skills et transition numérique et aussi un peu d'intelligence artificielle générative. Mais avant de commencer, je veux vous dire que naturellement, un transfert de connaissances ou un webinaire, ben, ça ne vient pas avec des connaissances qui sont nécessairement présentées de façon neutre. Mon expérience tant professionnelle que personnelle, comment j'ai été scolarisée, avec quel courant de pensée fait en sorte que ben, je vais être pas mal critique et ça teinte un peu mon transfert de connaissances. Aussi, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat en communication, ben, il n'existait pas de programme en médias numériques qui est vraiment ce qui m'intéresse en général. Ça ne m'a pas freiné dans ma curiosité, par contre, envers ces technologies tout au long de mon parcours professionnel. Après avoir été coordonnatrice puis directrice des communications pour une chaîne de lunetterie pan-canadienne, j'ai décidé de poursuivre mes études en 2018 pour en apprendre davantage en faisant la maîtrise à l'UQAM, qui est concentrée en médias sociaux numériques. Puis, il y a une certaine pandémie qui s'est invitée dans le parcours et c'est dans ce contexte particulier que j'ai terminé ma maîtrise, mon mémoire et que j'ai commencé mon doctorat en 2020. Et aussi à enseigner à l'automne 2022 des cours sur les médias numériques, exactement au moment où ChatGPT faisait son apparition dans nos conversations vers la fin novembre 2022. Et naturellement, j'étais en première ligne pour voir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là et constater comment était utilisé ChatGPT. Donc, programme du jour, bon, petite introduction. Ensuite, on va parler des soft skills ou compétences transversales, de curiosité et de pensée critique. Alors, sans plus tarder, les soft skills ou compétences transversales, quand Vanessa et Joël m'ont offert de créer ce webinaire, je vais être transparente avec vous, j'avais aucune idée c'était quoi les soft skills pour me rendre compte que c'était très logique finalement. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé 3 définitions. C'est-à-dire que j'en ai trouvé 2 et il y en a une qui est écrite par ChatGPT. Alors, pendant que je vous les lis, je vous invite à écrire dans le chat celle que vous pensez être, le numéro que vous pensez être la définition de ChatGPT et après ça, on validera la réponse. Alors, le terme soft skills est souvent utilisé comme une catégorie générique regroupant des compétences sociales et émotionnelles, mais il peut également inclure la gestion de la motivation et l'application de valeurs. Les soft skills sont, excusez, j'ai une fenêtre qui me bloque. Les soft skills en entreprise sont des compétences interpersonnelles et comportementales telles que la communication, la collaboration, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle et toute autre compétence humaine qui facilite l'efficacité et l'harmonie au sein d'une équipe. Et finalement, la troisième définition, les soft skills regroupent l'ensemble des habiletés interpersonnelles, émotionnelles et cognitives permettant d'interagir efficacement avec autrui, de gérer ses émotions et d'adopter des comportements adaptés à divers contextes professionnels et personnels. Parmi elles figurent notamment la communication, la capacité d'écoute, la pensée critique, la créativité, l'empathie, la gestion du stress, la collaboration et l'adaptabilité. Alors là, je ne peux pas voir le chat, alors je vais demander à Vanessa de bien vouloir me dire le numéro qui reviendrait le plus souvent actuellement sur la définition qui serait celle de ChatGPT. Je te dirais un mix entre 3 et 1, mais une prédominance pour 3. Ah, OK. Ben, je pense que le webinaire est fini puisque, effectivement, la troisième définition était celle de ChatGPT. La première vient de l'Organisation coopérative d'économie, donc l'OCDE. Ensuite, la deuxième vient de Technocompétences. Et finalement, la troisième de ChatGPT qui m'a quand même surprise et pour sa construction, sa syntaxe qui se tenait. Et pour ne pas avoir mis de virgule dans l'énumération précédant le « et » à la toute fin, et aussi parce que ça regrouperait bien ce qu'on avait vu dans les autres définitions. Donc, l'importance des compétences transversales, ben, les compétences techniques ou hard skills connaissent une obsolescence accélérée. Selon l'OCDE, alors qu'elles étaient bonnes pour une trentaine d'années en 1987, elles devraient être renouvelées aux 12 à 18 mois aujourd'hui.
Encore là, ça, c'est la statistique qui m'est revenue le plus souvent dans ma recherche, mais j'ai vu que aussi que ça pouvait être bon jusqu'à 2 ou 3 ans, tout dépendamment des sources. Cette évolution est principalement due aux avancées technologiques rapides qui transforment le monde du travail et exigent une adaptation constante des compétences. Dans ce contexte, les soft skills apparaissent comme des compétences plus durables pour les entreprises parce qu'elles sont moins susceptibles de devenir obsolètes que les savoir-faire techniques, qui, eux, doivent être renouvelés. Elles confèrent une agilité essentielle pour s'adapter et rester performant dans un environnement professionnel en perpétuelle évolution. Et elles renforcent et complètent les savoir-faire en créant de la valeur dans la gestion des interfaces, la résolution de situations complexes et la conduite du changement. Donc, ces compétences, elles vont changer selon les domaines où on veut les appliquer, mais celle-ci, c'est celle qui revenait le plus souvent et celle aussi que va mettre technocompétences de l'avant. Donc, on parle de littératie, numératie, communication, adaptabilité. Ça, c'est moi ce matin quand je cherchais un bureau où il allait pas avoir des bruits de construction à l'UQAM pendant que je fais ma présentation. J'ai trouvé ma solution. La résolution de problèmes, mais aussi de conflits, la collaboration et les deux plus importants, à mon sens, qui me mènent où je suis aujourd'hui maintenant, curiosité et l'esprit critique. Donc, là, je vais sortir de ma fenêtre et on va aller sur WooClap. Attendez. Alors, je vous invite à prendre votre téléphone et utiliser la caméra pour scanner le code QR. Sinon, vous pouvez directement aller sur wooclap.com et rentrer le code de l'événement TCLGR. On est déjà 2, donc c'est très bien. Je vais attendre qu'on soit au moins une quinzaine. Donc, il m'en manque encore. Oh, on est correct. Parce qu'il y a un décompte, un chronomètre sur les questions. Donc, des questions vont apparaître. Je vais vous les lire pendant que vous pouvez y répondre. Les premières sont à choix de réponse, donc ça va bien aller. Alors, avez-vous déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle générative, par exemple ChatGPT, Copilot ou Gemini de Google? Ça pourrait être DALL-E aussi qui génère des images ou Midjourney, par exemple. Donc, on a une bonne majorité dans le clavardage, dans le webinaire, qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle. Ensuite, donc, de manière générale, dans quel contexte utilisez-vous ou utiliseriez-vous l'intelligence artificielle générative? Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou pour les études? Naturellement que si on était avec mes étudiants, ça serait pour les études. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, la majorité, dans votre vie professionnelle, c'est super intéressant parce que mes questions, elles viennent d'un sondage, d'une enquête de Net Tendance sur l'intelligence artificielle générative et les données personnelles. Vous aurez le lien pour y accéder dans la présentation lorsqu'elle vous sera partagée. Et la majorité des répondants dans cette enquête-là avaient répondu dans leur vie personnelle et non dans leur vie professionnelle, mais on se disait qu'il y avait peut-être un petit biais à ce niveau-là de la question. Alors, merci pour l'honnêteté, ceux qui assument l'utiliser dans leur vie professionnelle. Parmi les raisons suivantes, qu'est-ce qui vous motive le plus à utiliser l'intelligence artificielle générative? Et là, vous avez 100 points que vous pouvez répartir de la façon que vous voulez. Donc, si vous, c'est une seule raison, c'est améliorer votre productivité au travail, vous pouvez mettre les 100 points-là. Sinon, vous pouvez les partager selon les motivations qui vous parlent le plus. Donc, on a gagné du temps dans l'analyse, la synthétisation de données ou la réponse des requêtes spécifiques, rédiger ou traduire des textes de toutes sortes, acquérir de nouvelles connaissances, améliorer sa compréhension de certains sujets, bénéficier d'expertise de l'intelligence artificielle pour obtenir des conseils, améliorer sa productivité au travail, stimuler sa créativité et trouver de l'inspiration, automatiser des tâches répétitives ou générer des images drôles. Donc, la première qui ressort, c'est gagner du temps dans l'analyse, la synthétisation de données ou la réponse des requêtes spécifiques. Et on avait aussi réduire ou
rédiger ou traduire des textes de toutes sortes, améliorer sa productivité au travail, stimuler sa créativité et trouver de l'inspiration. C'est quand même génial pour justement le syndrome de la page blanche en général. Donc, on y reviendra, mais gagner du temps était une des raisons principales, effectivement, dans les résultats de notre tendance. Ensuite, sur une échelle de 1 à 5, quel est le niveau de confiance que vous accordez à l'intelligence artificielle générative pour effectuer ses tâches de manière précise et fiable? Résumé des contenus, 1 étant vraiment pas fiable et 5 étant super fiable. Rédiger des textes ou les réécrire. Je dis rédiger des contenus, je vais dire résumer en un, pardon. Donc, ensuite, rédiger des textes ou les réécrire et finalement obtenir des conseils dans les prises de décision du quotidien. Alors, ça, c'est intéressant, même si vous n'avez pas encore fini de rentrer. Vos réponses, obtenir des conseils ne semble pas être une des options de l'intelligence artificielle générative en laquelle vous avez confiance. Et c'est ce qui ressortait aussi dans l'enquête Net Tendance. Bon, résumer du contenu, rédiger des textes, c'est plus partagé, mais quand même, on en a certains, on a 10 réponses qui sont quand même assez confiants. Et 6 réponses là, au niveau de rédiger des textes ou les réécrire. Et dernière question, avant de continuer. Dans quelle mesure considérez-vous acceptable ou non d'utiliser les intelligences artificielles génératives pour les raisons suivantes? 1 étant pas du tout acceptable, 5 étant très acceptable. Donc, un ou une étudiant utilise l'intelligence artificielle générative pour rédiger un travail scolaire. Est-ce que c'est pas acceptable ou très acceptable? Ensuite, une entreprise utilise l'intelligence artificielle générative pour traiter des candidatures à une offre d'emploi. Et une entreprise utilise l'intelligence artificielle générative pour interagir avec sa clientèle. Toujours fascinant de voir la répartition au niveau de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais je suis quand même surprise des résultats parce qu'ils sont ils ressemblent beaucoup à celles de Net Tendance. À l'exception, je veux juste voir non, et vous êtes vraiment, vous êtes pile poil sur l'enquête de Net Tendance. Donc, on accepte moins bien qu'un étudiant, une étudiante l'utilise pour rédiger un travail scolaire. On l'accepte un peu plus, mais pas tant pour traiter des candidatures à une offre d'emploi. Et là, quand ça devient pour le service à la clientèle, c'est plus acceptable, alors qu'on sait tous que personne n'aime parler avec un robot quand on a un problème avec notre Internet, par exemple. Alors, je vais retourner à ma présentation. Merci pour votre participation. Donc, comme je disais, vous allez pouvoir les consulter là, ici sur le lien quand vous aurez la présentation, l'enquête Net Tendance, où vous pouvez déjà faire la recherche dans Google. L'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que c'est pour ceux qui en ont jamais entendu parler ou l'ont jamais utilisé? Ça regroupe un ensemble de méthodes et d'algorithmes généralement basés sur l'apprentissage profond, le deep learning, dont la vocation est de créer ou de synthétiser des données originales, texte, image, son, code, à partir de vastes ensembles de données d'entraînement. Et contrairement au système d'intelligence artificielle traditionnel, axé principalement sur des tâches spécifiques comme la classification ou la prédiction, l'intelligence artificielle générative produit du contenu nouveau, ouvrant la voie à des applications variées comme la génération d'images réalistes, la rédaction de textes, composition musicale, on peut créer des films, etc. L'interaction conversationnelle avec cette intelligence artificielle-là via des requêtes ou des prompts rend les outils d'intelligence artificielle générative plus accessibles au grand public. C'est plus facile d'interagir avec. Je n'ai pas besoin d'avoir des compétences en informatique là, poussées en matière d'intelligence artificielle pour l'utiliser. On parle aussi d'Artificial Intelligence Generated Content pour désigner le contenu qui va être produit par ces intelligences artificielles. En anglais, en français, je n'ai pas trouvé de terme qui allait être
adéquat, mais donc c'est un phénomène qui suscite autant d'enthousiasme que de questionnements éthiques et légaux, tels que la fiabilité de l'information, propriété intellectuelle, etc. Je vous ai créé, étant curieuse de nature, une vidéo d'introduction sur la présentation, bien qu'on ait rendu un peu plus loin dans la présentation. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Et je tiens à dire que ce qui est 1 minute m'a pris, je vous dirais, pas mal de temps. Là, j'ai peur d'avoir mal activé le son. Donc, si vous n'avez pas de son, vous me le direz, je referai le partage. Oups, excusez. Bonjour, je suis Gabrielle. Est-ce que vous entendez? Oui, Super. c'est beau. L'assistante de Laurence. Ah, oups, excusez. On va y arriver. Petit problème technique. Bonjour, je suis Gabrielle, l'assistante de Laurence. Pour commencer, voici un bref résumé du webinaire. Tu croyais que pour survivre à l'ère numérique, il fallait juste éviter de répondre à tous à une chaîne de courriel? Haha. Attends de rencontrer l'intelligence artificielle générative. La solution pour y faire face n'est pas de l'ignorer, mais plus de soft skills ou de compétences transversales. Par exemple, la curiosité. C'est elle qui fait la différence entre toi qui maîtrise l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle qui maîtrise ta patience. Car il peut y avoir beaucoup d'essais et d'erreurs. Il y a aussi la pensée critique. Parce qu'on a beau être impressionné par l'intelligence artificielle, on sait très bien qu'elle peut parfois dérailler plus vite qu'une réunion Zoom avec une mauvaise connexion Internet. Indeed, I've decided to speak English for no reason, and I can say anything like you piddly-dee-doo. Maintenant, commençons avant que je ne sois brisé pour de bon. Donc, tout a été généré par intelligence artificielle générative et il y en a au moins 3 différentes. Donc, le scénario, le script avec ChatGPT, ensuite la création de la vidéo en tant que telle via Canva et son module d'intelligence artificielle et les sous-titres et même les voix de synthèse. Là, on est rendu à 4. Puis, pour ne pas payer, il a fallu que je change d'application pour les voix de synthèse parce que sinon, ça allait coûter trop cher. Donc, beaucoup de techniques qui ont été mises ensemble pour la génération de cette vidéo-là. Et quand on va parler des biais, bien, vous avez peut-être remarqué à quel point on voyait, par exemple, que des personnes blanches, c'est pas anodin et on va y revenir un peu plus tard. Donc, la curiosité, j'aurais pu commencer par l'esprit critique. Les deux vont ensemble, vont de pair et on aurait pu donc commencer par la fin. Mais allons-y pour la curiosité. Alors, dans un article de 2012, quand j'ai voulu mieux comprendre les soft skills, je suis tombée sur cette citation-là que j'ai trouvée dans un article du Labor Economics. Et les chercheurs mentionnaient que les études montrent que des traits comme la conscience professionnelle, la curiosité et la capacité à coopérer sont prédictifs du succès à long terme, parfois autant, voire plus que l'intelligence mesurée par QI. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement, la curiosité, c'est essentiel, surtout en matière de transformation des technologies numériques. La curiosité va permettre une adaptation plus aisée aux nouvelles technologies. Une personne curieuse est plus encline à explorer de nouveaux logiciels, plateformes et méthodologies plutôt que de résister au changement. Puis on va être curieux, puis ça va être facile pour nous d'essayer de nouvelles choses et on va moins se restreindre. Aussi, ça facilite la collaboration interdisciplinaire dans la transformation des technologies numériques. Ça concerne plusieurs secteurs, marketing, finance, production, communication, etc., qui nécessitent une approche souvent transversale ou interdisciplinaire. Donc là, ben, on peut trouver comment parler un peu le même langage, comprendre davantage certains sujets en étant curieux et en passant par l'intelligence artificielle générative. Des fois, ça peut nous faciliter la tâche pour en apprendre plus sur certains sujets. Elle permet aussi la curiosité d'explorer des tendances émergentes et mène à l'innovation. Donc, la curiosité permet d'anticiper les évolutions technologiques et de surveiller les tendances et d'exploiter de nouvelles opportunités. Elle pousse à se former en continu, à tester des nouvelles approches, à comprendre comment appliquer des avancées technologiques dans un contexte professionnel.
Et ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie professionnelle, c'est qu'elle favorise l'autonomie, la curiosité, parce qu'on veut chercher comment faire les choses plutôt que de tout de suite aller trouver notre bouée de sauvetage pour voir ça se mettre en place. Par exemple, moi, j'ai dû gérer un site web. Au début, je ne savais pas du tout comment faire et je me suis intéressée à savoir comment on faisait un site web, comment WordPress fonctionne. C'est quoi un code HTML? Comment est-ce que moi, je peux coder? Et donc, ça m'a sauvé beaucoup d'échanges qui auraient pu être vraiment incompréhensibles avec les personnes qui s'occupaient justement du site web. Pour moi, la curiosité, c'est un muscle qui s'entraîne et tout dépendamment de votre niveau pour être à l'aise avec l'intelligence artificielle générative, je vous propose plusieurs types d'entraînement. Le premier, pour cultiver votre curiosité, c'est de s'abonner à des infolettes et suivre des comptes spécialisés. Je vous ai dit que mon transfert de connaissances ne serait pas neutre. Loin de là, j'assume où je suis en ce moment de l'UQAM. Donc, je fais un petit peu de pub pour des collègues de l'UQAM. Mais, c'est ça, désolée. Après ça, vous trouverez, vous, qu'est-ce qui vous fait, qui vous convient le plus. Mais je vous propose un lien vers le Substack, l'infolette de Double Numérique, qui est de ma collègue Nadia Serrayoko, chargée de cours dans le même département que moi et professeure associée. Elle a terminé son doctorat, c'est comme une grande qualité en général, on la félicite. Donc, elle va se pencher plus sur des nouvelles, mais ancrées dans des dynamiques sociales, va décortiquer certaines nouveautés numériques. Ensuite, on a Poupouri Digital, une doctorante qui n'a pas terminé son doctorat. Elle l'a lâché pour justement se dédier à sa passion. Et elle est très active aussi sur les médias sociaux. Donc, c'est aussi un lien vers son Substack à elle. Ensuite, je vous amène vers le Linktree de Stéphanie Dupuis. Le Linktree, c'est une page où vous allez retrouver tous ces liens vers non seulement ses médias sociaux, mais les derniers articles qu'elle a publiés. Stéphanie Dupuis est journaliste à Radio-Canada. Elle gère à elle seule la section techno de Radio-Canada. Elle est nouvellement chargée de cours aussi dans le même département que moi à l'UQAM. Et donc, elle est tout le temps à jour en matière de nouvelles technologies. Elle est très sympathique en plus, alors je vous invite à lire ses articles. Et finalement, si vous êtes comme moi et que les fausses nouvelles et tout ce qui est la désinformation vous empêche des fois de dormir la nuit, le balado des décrypteurs pour décrypter justement qu'est-ce qui se passe au niveau des technologies numériques et comment ça peut être utilisé, souvent à mauvais escient. Là, il devient grandement pertinent. Alors, je vous ai mis un lien vers ce balado. Ensuite, le deuxième entraînement, discutez-en avec votre entourage. Là, je vais prendre un exemple. Moi, les jeux vidéo, j'aime ça, mais je ne suis pas la meilleure, surtout dans certains jeux. Et souvent, je vais demander à mon neveu, par exemple, de me montrer comment il joue, lui, à ce jeu-là pour apprendre comment l'utiliser après, parce qu'on a tendance à imiter en général nos proches et s'approprier le tout. Donc, si vous avez un ado à la maison qui a déjà été en contact avec l'intelligence artificielle générative, pourquoi pas lui demander comment il l'utilise et de vous faire une démonstration de ce qui est possible de faire. Et observer ce qu'il fait. Déjà là, on va être plus confortable. Là, on vient de se rendre compte qu'on a plein de personnes dans le webinaire aussi qui ont utilisé l'intelligence artificielle générative. Donc, des collègues pourraient vous montrer d'une façon amusante de qui générer des images, comment ils utilisent l'intelligence artificielle générative. Déjà là, ça va piquer davantage votre curiosité, puis vous allez être plus confortable pour l'essayer par vous-même après. Aussi, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se dit du côté de Google News au niveau technologique. Donc, je vous ai mis un lien vers Google Actualité. Et aussi, vous pouvez y aller par sujet, donc un lien vers ChatGPT, donc pour voir les derniers articles qui en ont parlé. Même chose pour le sujet de l'intelligence artificielle. Là, on va changer d'entraînement. Là, ça devient pour les plus experts, pour cultiver votre curiosité et mieux comprendre comment fonctionnent ces applications d'intelligence artificielle-là. Je vous invite à, lorsque vous téléchargez une application sur vos appareils, que ce soit du Google Store ou du Apple Store, prenez le temps de regarder toutes les informations disponibles, comme le partage des données.
Je vais vous montrer ça dans la prochaine diapo. Et finalement, le dernier entraînement pour les super experts, c'est tester personnellement des intelligences artificielles génératives et de les comparer entre elles. Donc, faire la même requête, par exemple, à ChatGPT de OpenAI ou à Copilot de Microsoft si vous êtes dans un environnement Microsoft et Gemini de Google. Posez exactement la même question, demandez le même résumé et là, regardez comment un ou l'autre va vous répondre. Aussi, poser des questions politiques à ces intelligences artificielles-là, c'est toujours très drôle et très révélateur de certaines prises de position. Gemini, aux dernières nouvelles, refusait de commenter la politique, mais ça peut être changé, qui sait. Donc, quand je disais l'entraînement 4, d'aller voir toutes les données disponibles, ici, c'est moi qui ai fait des captures d'écran de ChatGPT dans le Apple Store. Naturellement, je l'ai déjà. Et là, bon, il y aurait les avis, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les données liées à vous, voir qu'est-ce qui est récolté et même ici d'aller cliquer sur en savoir plus. Donc, on sait que non seulement votre identifiant, mais vos coordonnées sont récoltées, les diagnostics quand il y a un problème, le contenu utilisateur, si vous donnez accès à votre appareil photo, bien, vos albums photos, vos données d'utilisation. Et là, ce n'est pas clair si c'est les données d'utilisation de l'application ou de toute votre interface. Donc, méfiez-vous toujours et vous allez vous rendre compte qu'il y a des applications qui sont plus gourmandes que d'autres, ce qui va nous amener éventuellement à parler d'esprit critique et de pensée critique. Aussi, en allant voir les nouvelles, en les consultant, ben ça donne envie d'essayer les nouveautés au niveau technologique. Donc, la semaine dernière, on apprenait que OpenAI lançait la nouvelle version de son intelligence artificielle générative de vidéo Sora, que je suis allée tester pour vous, puisque j'ai un compte ChatGPT+, qui me donne accès à autant de vidéos que je veux, de 10 secondes maximum. Et ça, c'est juste un premier essai que j'ai fait parce que j'aurais pu demander des corrections. J'ai demandé qu'un chat se couche sur un clavier et naturellement, parce qu'il est couché sur le clavier d'un ordinateur, plein de lettres apparaissent à l'écran. Est-ce que c'est réaliste? Pas dans sa première version parce que, bon, un ordinateur n'apparaît pas et si on regarde le chat, plus on le regarde, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème avec ses pattes, là, de gestion de pattes. Il y en a une qui disparaît à un certain point, mais ce qui est intéressant, ce qui va nous amener aussi à l'esprit critique, c'est, je vous le pointe, le Mac. J'ai jamais spécifié la marque de l'ordinateur. Probablement que si j'avais fait l'exercice avec une intelligence artificielle générative du côté de Microsoft, peut-être que j'aurais eu un PC, un bon vieux PC avec Windows dessus. Aussi, on a appris cette semaine que OpenAI dit avoir fait une avancée spectaculaire au niveau de la génération d'images avec ChatGPT 4 et je l'ai testé pour vous. Alors, j'ai demandé de me créer sur un poteau, une image réaliste d'un poteau avec une affiche de chat recherché aimant se coucher sur les claviers d'ordinateur. Et donc, ça, c'est la première version qu'on voit ici. Bon, on a un wanted, mais après ça, on a un texte quand même en français qui se tient, ce qui n'était pas le cas avant quand le DALL-E intégrait du texte dans ses images. C'était des images, c'était jamais comme des mots qui se tenaient. Alors, belle amélioration à ce niveau-là. Et là, j'ai demandé, remplace Tabi par Tigré. Là, il y a un petit peu plus de difficulté. Donc, Wanted est devenu Wancy. Le chat a les yeux un petit peu plus fermés. Et c'est un recherche gris et un chat tigrier. Mais sinon, quand même impressionnant pour aussi ces deux essais-là. Ce qui m'amène à vous parler de la pensée critique. Donc, un dernier point important concernant la curiosité dans un environnement numérique où l'automatisation et l'intelligence artificielle modifient les dynamiques de travail, une personne curieuse cherchera à comprendre les opportunités et les risques associés, ce qui nous amène justement à la pensée critique. Et il y a comme un paradoxe avec les outils de technologie numérique, surtout lorsqu'il est question de l'intelligence artificielle. On a deux pôles. On en a un où il y a cette pensée magique-là où l'on croit que ce que dit l'intelligence artificielle est fiable ou vrai,
parce qu'elle est intelligente après tout. Et il y a cette idée-là au pôle opposé où il faut absolument craindre l'intelligence artificielle, elle pourrait nous voler nos emplois, par exemple. Mais la réalité, elle se situe davantage entre les deux extrêmes la majorité du temps. Mais une chose est certaine, si nous ne possédons pas les connaissances nécessaires pour l'utiliser ou l'implanter dans notre équipe de travail, nous devrions toujours être très prudents avec cette intelligence artificielle générative. Hein, parce que l'implantation de nouvelles technologies numériques vient aussi avec des responsabilités et c'est celle de se maintenir à jour en la matière, car ce ne sont pas des outils qui sont neutres. Naturellement, si vous êtes curieux de nature et que vous vous tenez au courant par l'actualité de qu'est-ce qui se passe au niveau des technologies numériques, bien ça va être naturel. Hein, la responsabilité, elle devient pas mal moins lourde en partant. Donc, d'ailleurs, non seulement ce ne sont pas des outils neutre, mais l'intelligence artificielle générative est accompagnée de plusieurs biais en général. Et c'est pourquoi demeurer critique est primordial et que cette caractéristique devrait toujours accompagner la curiosité parce qu'on va être curieux ou curieuse sans être naïf ou naïve. Alors, la pensée critique, avoir les biais en tête. Donc, les biais principaux qu'on va trouver au niveau de l'intelligence artificielle générative, on va souvent dire qu'elle a les biais de ses créateurs, ceux qui les ont créés, mais aussi des biais de données d'apprentissage. Donc, l'entraînement se fait sur des données qui peuvent contenir des associations problématiques. On peut retrouver des biais de genre. Là, c'était plus nuancé dans ma vidéo d'introduction, mais lorsqu'une intelligence artificielle génère du texte ou même des images, elle peut associer automatiquement certains métiers ou rôles à un genre particulier, comme exemple, infirmière est toujours écrite ou décrite au féminin, alors que le docteur sera au masculin. Donc, pourquoi? Bien, parce que les corpus de formation contiennent beaucoup plus de textes qui perpétuent des stéréotypes de genre, ce qui amène le modèle à reproduire dans ses réponses ces stéréotypes-là. Il peut aussi avoir des biais culturels et ethniques. Par exemple, dans la génération d'images ou de textes, le modèle représente plus souvent des personnes à la peau claire ou issues d'une culture dominante, même si la demande de l'utilisateur ne le précise pas. Donc, moi, dans ma vidéo, c'était toutes des personnes blanches. Et pourtant, je n'ai jamais demandé à ce que ce soit ce genre de contenu-là qui soit créé. Et c'est plusieurs petites vidéos et je ne l'avais pas spécifié et ça a toujours eu le même résultat, à part une personne qui avait des traits asiatiques, je crois. Ensuite, pourquoi? Parce que les jeux de données sont souvent issus majoritairement de ressources en langue anglaise ou provenant de pays occidentaux. Parce qu'on aurait pu aussi avoir des biais au niveau linguistique, donnant au modèle une vision partielle de la diversité culturelle et ethnique. D'ailleurs, ça va avoir un impact sur la découvrabilité de certains contenus. Hein, les réponses vont être influencées par ces mêmes corpus-là. Donc, si on est sur une intelligence artificielle qui a vraiment été entraînée sur une base de données américaine, ben, on va avoir davantage l'idéologie américaine ou du contenu en lien avec les Américains. Des exemples où on l'a échappé. Alors, on a T de Microsoft. T, Thinking About You, était un chatbot déployé sur Twitter par Microsoft utilisant un modèle génératif pour interagir en langage naturel, donc pour parler avec les autres utilisateurs de Twitter. Eh bien, en moins de 24 heures, T s'est mis à produire des propos haineux, sexistes et racistes sur Twitter. Pourquoi? Eh bien, parce que les concepteurs n'avaient pas prévu de garde-fous efficaces contre l'exploitation malveillante du bot par des utilisateurs et les utilisateurs s'en sont donnés à cœur joie. Et le système apprenait en direct sur la base de tweets publics et par ses interactions avec les autres utilisateurs. Donc, il n'y avait pas de mécanisme de filtrage ou de modération interne robuste pour justement trier le tout. Conséquence, eh bien, Microsoft a dû retirer T en urgence et même réapparu une deuxième fois dans la même année par erreur et a été retiré une deuxième fois encore. Et cet incident a largement illustré que la conception et la supervision d'un modèle génératif sont aussi importantes que la technologie elle-même. Ensuite, on a eu Amazon avec son système de recrutement automatisé. Hein, ceux qui étaient à l'aise qu'on fasse du recrutement ou qu'on trie des CV par intelligence artificielle.
artificielle, eh bien, Amazon nous a montré et démontré que ce n'était pas une bonne idée. Donc, Amazon a déployé à partir de 2014 un algorithme pour analyser et classer des milliers de CV. Et très vite, le système s'est mis à pénaliser les candidatures féminines ou comportements des termes associés à des groupes de femmes, par exemple Women's Chess Club ou chef de la Ligue féminine de football, etc., ou capitaine plutôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le modèle apprenait à partir des données historiques de recrutement d'Amazon où la majorité des embauches concernaient des hommes. Il a donc déduit qu'un candidat idéal était masculin et reproduit ce biais. Donc, conséquence, l'algorithme discriminait involontairement les femmes. Amazon a tenté de corriger le modèle, mais a fini par abandonner ce système lorsqu'il est apparu trop difficile de le rendre vraiment neutre. Et finalement, on peut aussi avoir des biais économiques parce que la priorité va toujours être donnée par les géants du web à la rentabilité et ça peut conduire à favoriser certains contenus pour l'apprentissage machine au détriment de considérations éthiques, de leur qualité ou de leur véracité. Et là, on a eu un bel exemple la semaine dernière. On a appris que Meta avait entraîné son intelligence artificielle générative, Llama, à partir du site, entre autres, Library, Genesis ou LibGen, qui est une base de données qui possède plus de 90 millions de livres et d'articles scientifiques et qui ne devrait pas être là. On n'a pas payé les droits d'auteur pour ça. Ça a été piraté et donc, Meta a décidé d'utiliser ça parce que c'était accessible et c'était public. Alors maintenant, si on pose des questions sur les automobiles, par exemple, bien, sachez qu'il y avait le guide de l'auto 2024. Alors, Llama avec Meta, donc Facebook, Instagram, etc., bien, peut vous citer, sans que vous le sachiez, des passages de livres québécois. Et finalement, bien, ça vient avec des risques et des dérapages, l'intelligence artificielle générative. La première, bien, c'est la confidentialité des données. Les utilisateurs peuvent fournir par inadvertance des données organisationnelles sensibles, des données personnelles ou de l'information nominative. Et c'est problématique parce que souvent, on va l'utiliser pour corriger des textes, par exemple. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller de notre document qui avait des informations sensibles à l'intérieur. Et là, bien, on vient d'entraîner notre intelligence artificielle avec des nouvelles informations. Aussi, bien, ça peut être piraté. Il n'y a pas de risque zéro en informatique. Donc, on pourrait utiliser toutes ces informations-là en mauvais escient. Il y a le cas de DeepSeek, une intelligence artificielle qui ressemble à ChatGPT. Mais on était donc bien enthousiasme au début quand c'est apparu sur le marché, pour se rendre compte finalement que ça récoltait encore plus de données que ChatGPT jusqu'à ce que vous faites avec votre clavier, donc les touches de frappe, ou vous tapotez sur votre clavier, que ce soit un clavier de téléphone ou d'ordinateur. Il peut y avoir aussi des risques avec la désinformation et la mésinformation. C'est pour ça que je vous ai mis David contre Goliath. David, qu'on lutte un petit peu plus fort. En général, l'intelligence artificielle générative produisant automatiquement des textes, images, vidéos d'apparence crédible peut faciliter la diffusion massive de fausses informations sans que leur origine ou leur authenticité soit facilement détectable. Elles peuvent aussi fabriquer des contenus convaincants qui nous semblent vrais, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à halluciner. L'intelligence artificielle générative, quand elle ne sait pas, elle ne dit pas qu'elle ne sait pas. Elle va inventer de façon très crédible des réponses, d'où le danger en général. Et après ça, bien, il y a tout ce qui est hyper-trucage, donc les deepfakes, la synthèse vocale, manipulation, etc. Alors, un exemple, un exemple très anodin. J'ai demandé à ChatGPT de me créer les grandes lignes d'une vidéo TikTok cocasse où je pourrais révéler des informations sur les études de Céline Dion, ses diplômes, l'université qu'elle a fréquentée, etc. Et il m'a produit ce scénario-là. Donc, sa réponse, TikTok cocasse, les études de Céline Dion, révélation choc. Donc, accroche dramatique. Vous pensez tout savoir sur Céline Dion? Attendez de voir ça. Le zoom rapide sur ton visage, musique dramatique,
2, suspense et mise en contexte. A-t-elle un diplôme, une université secrète, un doctorat en vocalise? Là, tu fais mine de fouiller des archives. Je fouille des archives. 3, révélation, pas de diplôme. Céline Dion a quitté l'école super jeune pour la musique. Pas de secondaire, pas d'université, mais une carrière légendaire. Et là, tu affiches une fausse liste. Réviser ses maths, non. Signer un contrat à 13 ans, oui. Avoir des cours d'anglais express, oui, oui, oui. Conclusion fun. Donc, pas de diplôme, mais des Grammys, des Oscars et une fortune, comme quoi l'école, c'est bien, mais être une diva, c'est mieux. Et là, tu fais semblant de chanter My Heart Will Go On et échoue. J'échouerai pas, là, mais oui, j'échouerai avec cette vidéo-là. Tu savais ça? Dis-moi en commentaire, like, si toi aussi, tu as rêvé de quitter l'école pour devenir une star. Alors, je demande à ChatGPT, OK, c'est le fun, mais t'es sûr, là, Céline Dion, elle n'a aucun papier, diplôme, honneur, et là, non. T'es sûr, ouais. Et ben, il nous en fallait pas plus pour faire des... Oups, pardon, j'ai accroché ce que je voulais pas. Mais il n'en fallait pas plus justement pour qu'on découvre que Céline Dion a pas un, mais 2 doctorats honorifiques, un de l'Université Laval en 2008 et celui-ci de Berkeley College. Donc déjà, on était dans la désinformation. Et j'ai encore pesé à la même place. On va y arriver avec mon image qui ne veut pas apparaître. Peut-être ici. Ouf, on l'a. Et ensuite, d'autres exemples, j'ai demandé à ChatGPT de me traduire, de me faire un résumé d'un article. Je lui ai mis le lien et en français. Ça, c'était pour un de mes cours. Et donc, sa première réponse, c'est l'article que je lui ai partagé. La BBC annonce le décès de Jimmy Buffett, chanteur, auteur, compositeur et businessman américain, mort à l'âge de 76 ans. L'article, c'était pas là-dessus. Alors, je lui demande de le refaire encore. Il m'a donné d'autres réponses et là, j'ai commencé à me tanner. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Et là, j'ai répété encore la même commande, résume cet article. Et là, il m'a fait 2 choix de réponse. La première étant, l'article de la BBC raconte la mort d'Alexei Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe. C'était pas ça le sujet. Et là, il a enfin eu l'article de la BBC examine comment une fausse information concernant l'achat de yachts par le président ukrainien Volodymyr Zelensky a influencé le débat politique aux États-Unis sur l'aide à l'Ukraine. C'était la bonne réponse et on voit qu'elle est beaucoup plus courte. Donc, et ça m'a pris beaucoup d'essais. Donc, c'est pour ça que je vous dis de toujours vous méfier. Et finalement, il y a toute l'idée de digital labor. Je ne vais pas trop m'y attarder, mais sachez que vous travaillez gratuitement pour l'intelligence artificielle générative. Quand vous l'utilisez, vous l'entraînez, vous allez lui donner des données qui sont importantes pour son apprentissage. Et tout ça, vous le faites à vos frais. Et pour la prospérité de la compagnie qui gère cette intelligence artificielle-là. Donc, gardez toujours cela en tête. Et finalement, la curiosité, l'esprit critique, c'est réversible. On aurait pu commencer par l'esprit critique et ça forme un tout. Donc, c'est un duo avantageux parce que dans un environnement technologique en constante évolution, la curiosité et la pensée critique se révèlent complémentaires et indispensables. La curiosité pousse d'abord à s'informer, à explorer de nouvelles applications ou tendances et à expérimenter pour comprendre le fonctionnement de ces technologies. De son côté, la pensée critique assure une prise de recul sur l'information recueillie en évaluant la fiabilité des sources, les biais possibles et les conséquences réelles de l'usage de ces technologies. Comme je disais, il ne faut pas implanter trop rapidement des solutions techniques. Ça prend un peu de recul si on ne veut pas que ça finisse comme ça clique. Non, j'ai c'est une mauvaise blague. Mais au-delà de ça, il y a une étude super intéressante, The Impact of Generative AI on Critical Thinking, qui est parue récemment. Je vous ai mis un lien vers cette étude-là, qui est qualitative et quantitative, explorant justement l'impact des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, Copilot, Gemini, sur la pensée critique des spécialistes en éducation, en ingénierie, en santé, etc. Il y a plusieurs points clés qui sont mis en lumière par le collimateur de l'UQAM. J'affiche mes couleurs. Je vous ai mis le lien vers cette page-là, fort intéressante. Mais ce qui est à retenir, c'est plus vous aurez confiance en vos propres compétences,
plus vous allez questionner les résultats de l'intelligence artificielle générative et plus vous allez développer votre esprit critique en fonction de ça. À contrario, plus vous allez faire confiance à l'intelligence artificielle générative, moins vous allez remettre en question naturellement les résultats et plus vous risquez d'en devenir dépendant dans des tâches très, très simples comme la traduction de texte ou la composition, la correction. Donc, il faut surtout apprendre à superviser l'intelligence artificielle générative plutôt qu'à simplement l'utiliser. Les avantages là-dedans, amélioration de la qualité de votre travail, une meilleure compréhension des enjeux liés aux transformations numériques et un développement professionnel enrichi. Merci beaucoup.